Alors, cette session n'est pas du tout une session de présentation classique, donc je n'ai pas de message à délivrer, enfin, à vous livrer plutôt, parce que délivrer, c'est un anglicisme. Le but de cette session, tel que moi je l'imagine, ça va être un peu peut-être de partir de... Ce que j'aimerais bien faire, c'est partir de problèmes que vous avez dans la vraie vie, de voir un peu, ok, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous avez essayées, qui ne marchent pas très bien autour du test, et donc focaliser sur des techniques de test alternatives. J'ai une idée en tête, bien évidemment, mais en fait je pense que c'est mon idée, donc je ne vais pas vous la donner, parce que du coup ça deviendra votre idée, et je n'ai pas envie que ça devienne votre idée, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui se passe qui devienne notre idée, en tout cas qu'il y ait des discussions qui se posent. Le cadre étant, ok, mon hypothèse c'est que, c'est une hypothèse un peu forte peut-être, mais que grosso modo le test automatisé, unitaire, intégration à base d'exemples, est quelque chose d'assez connu, maîtrisé, que tout le monde fait plus ou moins, on a des métriques, potentiellement... Ouais, mais c'est pas grave. En fait, la vue c'est le Bosphore, Istanbul, c'est magnifique. Donc, je pense que c'est aussi bien de regarder ça que IMAX. Et donc, l'idée... Merde, j'ai perdu le fil d'un coup. Ouais, donc mon hypothèse, c'est, on sait faire ça. Potentiellement même, toutes et tous, vous pratiquez plus ou moins, selon les circonstances du TDD. En tout cas, vous essayez, comme moi, hein, comme tout le monde. Ça fait 20 ans que j'essaye. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Mais j'imagine peut-être comme moi, ou pas. Mais en tout cas, l'hypothèse, c'est que, comme moi, vous avez à un moment donné rendu compte qu'il y a des limites. C'est-à-dire, en fait, les tests classiques, on va dire... le arrange, act, assert, à base d'un exemple, tout ça, c'est bien, mais on a envie d'exprimer d'autres choses. On aura envie d'exprimer des choses peut-être un peu plus haut niveau. On a envie de se dire, ah putain, ce serait quand même vachement bien si nos tests, qui est un peu une espèce de Graal. Alors, j'ai adoré la keynote de Manu ce matin, évidemment, mais alors pas uniquement parce que c'est Manu, mais aussi parce que j'ai beaucoup aimé, notamment ce point sur ce qu'il disait sur le test comme vos cellules réceptrices dans le code. Hein, il y a cette espèce, le test devient une espèce de sensation, enfin de moyen d'acquérir des sensations sur ce qui se passe dans le code. Et mon intuition, en tout cas mon expérience, c'est que les outils traditionnels, classiques, on va dire XUnit pour faire simple, c'est bien. Donc c'est déjà bien de le faire, mais c'est parfois un peu limité. Donc est-ce qu'on n'a pas d'autre chose ? Et un des biais dont je me suis rendu compte il y a environ 5 minutes, c'est que dans ma tête, j'ai pensé test et du coup automatiquement, j'ai mis automatisé derrière. Mais bien évidemment, c'est pas vrai. Et peut-être que dans les choses qu'on va explorer ensemble, il y aura d'autres moyens de faire des tests, d'autres techniques, d'autres outils qui vont émerger. Je me rends compte que ça fait 5 minutes que je parle et il ne reste plus beaucoup de temps. Ok, donc ce qui serait intéressant peut-être, c'est de partir. Ce que je vous propose de faire, c'est on va partir sur, grosso modo, une dizaine de minutes, 10-15 minutes, peut-être collecter des problèmes ou des questions que vous avez. On va les lister. Je vais les lister sur... On va laisser tomber l'ordinateur. Alors, je le mettrai à la fin pour si vous avez besoin de voir des exemples, des choses comme ça. Je vais écrire ici, on va partir des problèmes, des questions, on va les lister, on va identifier, peut-être, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, je pense, parce qu'en 40 minutes, ça ne va pas le faire, mais on va essayer d'identifier celles qui intéressent peut-être le plus de monde, ou en tout cas qui sont les plus saillantes. Et puis on va peut-être identifier sur ces questions, est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des techniques qui vont permettre qui seraient intéressantes d'explorer, de partager. Encore une fois, c'est pas, j'ai une expérience ce domaine, mais c'est une expérience d'une personne. On est 30 dans la salle, donc j'ai pas vécu 30 vies. Donc votre expérience, à mon avis, elle a autant de valeur.
si ce n'est plus. Donc ce serait intéressant que vous parliez et que vous faisiez part de vos expériences à vous. Et potentiellement, je peux faire le monsieur loyal et puis peut-être aider et parler de choses dont vous n'aurez peut-être pas entendu parler parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et qu'il y a des outils aujourd'hui, et on ne va pas parler d'IA. En dehors de l'IA, il y a des outils extrêmement intéressants, puissants, utiles, que vous pouvez utiliser dans votre contexte ou pas. Est-ce que ça vous va? Il est encore temps de partir, enfin, il est toujours temps de partir. Hein. Ok, donc, je vais appeler ça problème, mais bon, c'est, voilà. On va dire plutôt problème, question. Donc lié au test. Est-ce que... Alors, on commence. La façon un peu traditionnelle de tester quand on fait du TDD, c'est d'avoir des tests dynamiques. On exécute des choses. Mais parfois, j'aimerais bien pouvoir faire dire des choses à mon code ou apprendre des choses sur mon code sans avoir à l'exécuter. Une approche un peu extérieure. Donc ce serait du test statique? C'est du test statique. Ouais. Un peu comme des outils d'analyse de code, peut-être, ou des choses comme ça? Ouais. Ouais? Modélisation, ok. interprétation. Ok, donc c'est, ouais, on va dire, ouais, analyse, modélisation, ok. Mais, grosso modo, l'idée, est-ce que extraire de l'information du code, quoi. Ouais. Extraire de l'info. Ouais, alors, non seulement j'écris mal, hein, mais j'écris très mal. Ouais, excuse-moi, j'ai pas vu l'ordre. Je rebondis sur cette question parce qu'elle résonne en moi. Globalement, j'utilise les tests et je commence à faire du type-driven development. Ouais. Et j'utilise conjointement le code coverage. Et si j'utilise le type-driven development, je perds le code coverage. Ok. Et j'aimerais toujours conserver mon code coverage, une alternative pour pouvoir supprimer des codes qui n'est pas couvert. Moi j'ai une problématique j'ai souvent 0 test sur une base de code. Donc je voudrais faire un peu de la caractérisation, à défaut de faire mieux. Et je me demandais si, par exemple, si j'ai un collègue, appelons Claude, qui est très motivé pour faire des tests, est-ce qu'on peut lui dire de faire du coverage-based pour explorer en fait tout le fonctionnel qu'il y a à tirer, parce que c'est très lié à l'implémentation, c'est dommage. J'aurais voulu savoir comment faire du coverage-based fonctionnel, et je dirais pas le mot. On ne va pas le dire. Rétrofit de test avec coverage, c'est ça l'idée, un peu? Ouais, ok. Donc c'est sur... Il y a une idée de code legacy, quoi. Qui est la définition du code legacy selon... Alors moi je voudrais savoir si cet atelier est organisé autour des 2 mythes habituels du test en développement. Premier mythe, tester égale vérifier. C'est un mythe contre lequel je pense qu'il faut commencer un peu à lutter. Parce que là, depuis le début, on parle de vérification automatique. On pourrait aller un peu plus loin avec l'analyse statique, mais là, en fait, on a testé égale vérifier. Donc, quand vous écrivez un test arrange, act, accept, vous faites pas testez pas, vous vérifiez un truc. Et le deuxième mythe, c'est dès que j'ai un pourcentage de quelque chose, je peux dire le mot coverage. Donc là, c'est le deuxième mythe actif dans ce monde du test, que j'aime bien aussi, hein, je trouve ça très utile, les tests unitaires. C'est Matrix Option? Ouais, c'est du... En fait, dès que les gens ont 2 chiffres, ils peuvent faire un pourcentage, et dès qu'ils ont un pourcentage, ils prononcent le mot coverage. Et à chaque fois que j'entends le mot coverage, je dis, c'est un pourcentage d'une surface, mais comment tu as défini ta surface, en fait? Et là, okay. Là il y a des questions. En fait, quand un PO vous parle de couverture fonctionnelle, des tests, parce qu'il a 300 ou 400 machins qui du code, je dis on a 60% de couverture fonctionnelle, donc je suis sûr que moi pas du tout. Intéressant. On n'est plus dans le test. Non, si, on est carrément dans le test. Ouais. Alors il y a un autre monde du test, hein, notamment qui est représenté par des gens comme Bolton et Bach,
Tester, c'est rechercher des menaces à la valeur dans un produit et communiquer à propos de ces menaces à la valeur. Est-ce que ça va si je me place le mot test exploratoire? Tester égale rechercher des problèmes. Ok, tester. On pourrait définir tester. Pas une technique. Non, c'est une activité. C'est un métier. Ouais, mais C'est comme développer. Recherche de problème. Pas recherche de test. Recherche de Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'est en fait mon travail, je connais des testeurs, leur travail c'est de rechercher des problèmes. Alors, ils utilisent des outils des fois, mais c'est pas le. Alors, petit sondage, qui est testeur dans la salle? Ou testeuse, d'ailleurs? Non, Un petit peu quand je peux. on va dire en activité principale. Donc, plutôt, ouais. Donc, c'est vraiment votre activité principale autour de la QA du test. Ok, cool. Super. Enfin, on a des experts dans la salle, donc ça, c'est cool. Parce que moi, je raconte n'importe quoi. Parce que j'ai que ma casquette de développeur. On a fait tellement de conférences sur le développement sans avoir de testeurs dans la salle. Ouais, donc super. Ces Soyez là dernières demain. années. Moi j'ai un problème quand je teste, c'est que dans la manière de structurer mes tests, j'ai tendance à avoir une sorte de modélisation de ce que je veux tester. Et du coup, c'est un peu comme si c'était une sorte de biais de confirmation des fois. Et j'ai du mal à bien découper ce qui est statique entre guillemets et ce qui est variable dans un test sans que je sais pas, c'est plus quelque chose, j'essaie de mettre un mot dessus et j'arrive pas à mettre des mots et peut-être que dans la salle il y en a qui ont ce problème. Une forme de couplage entre ta modélisation, la pensée pour les tests et la pensée du développement. Est-ce que c'est pas la tension, est-ce que ton problème, c'est pas la tension que Christophe a souligné entre tester égale vérifier, ce qui suppose vérifier quelque chose. Donc tu as quelque chose et tu vérifies que ton code ou ton logiciel respecte ce quelque chose. Donc tu as un modèle mental que tu vas essayer de vérifier versus tester égale rechercher des problèmes. Donc là, c'est forcément sortir de la boîte. C'est grosso modo dire, je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais même pas ce que je vais chercher exactement, mais en tout cas, je vais essayer d'utiliser des... Ok, c'est un peu ça ou... Ouais, donc peut-être qu'effectivement, la tension ici entre tester comme vérification et tester comme recherche est intéressante. Alors, moi, quand j'écris des vérifications. Juste, attends, je te coupe 2 secondes. Juste, je voulais dire, on a 45 minutes, moins maintenant, donc on ne va pas résoudre les problèmes, hein, on est d'accord? Le mieux qu'on puisse faire, c'est éventuellement de peut-être de lever des questions, de donner des pointeurs, d'identifier peut-être des pistes d'exploration pour que derrière vous puissiez demain potentiellement en reparler au moment en open space. Mais voilà, c'est plus des pistes qu'autre chose. Hein, juste pour être très clair que je manage les expectations, comme on dit en bon français. Excuse-moi, je t'ai coupé. En fait, sur les vérifications, moi je considère que quand on écrit des vérifications, on est à la recherche d'inconnus connus. Un peu comme on a déjà, on a un X. Est-ce que le truc marche comme je l'attends ou pas? Alors que quand on teste au sens exploratoire, rechercher le problème, on essaie de trouver des inconnus. En fait, le testeur va dire à quoi les développeurs n'ont pas pensé et qui pouvait être un problème. Et ça, c'est très rare que quand je commence à écrire un test avec un assert dedans, je sois là. À quel problème est-ce que j'ai pas pensé? Il y a une autre partie qui dit tu n'as pas pensé, donc je ne sais pas. Connu, inconnu, ouais. Les inconnus, c'est... En tant que développeuse notamment, si j'automatise des tests, moi je trouve que j'apporte beaucoup de plus-value de trouver les bugs avant qu'on les écrive. Yes. Donc c'est-à-dire que d'intégrer tout le monde vraiment. Enfin, justement, comme tu disais, tu as un guise de vision en imaginant qu'on peut le développer. Moi je l'ai un peu moins, parce que le guise c'est sérieux au système. J'ai l'impression que des fois on fait une mission bête, qui soulève le bug. Donc c'est de trouver les problèmes avant de les mettre dans le code. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut tester avant d'avoir du code? Absolument. C'est partagé. Test étant un mot extrêmement surchargé, on est tous d'accord, hein, et effectivement, peut-être pour un peu recentrer, enfin, en tout cas, ouais, éviter que ça parte partout, c'est l'activité, c'est un domaine extrêmement vaste, malheureusement extrêmement
dévalorisé aussi. Hein, on ne va pas se mentir. Souvent, tester, c'est réduit à ouais, bah, il y en a qui écrivent des scripts et puis voilà quoi. C'est extrêmement dommage. Donc, ce qui m'intéresserait moi personnellement, c'est d'identifier avec les gens qui sont ici, en tout cas, voilà, de comment on arrive à justement recoudre ensemble ces activités qui sont très souvent séparées. Et je pense que cette question, elle est vachement intéressante. Trouver les bugs et en les écrire. Voilà. Et donc, ce serait intéressant que tu puisses partager peut-être un ou deux types, comment tu fais pour qu'il y ait ce dialogue avec les développeurs puisse s'engager. Est-ce qu'il y a d'autres... je crois qu'on commence à être bien, là, en termes de quantité de problèmes, de questions. Moi, j'ai appris, j'ai une architecture un peu en couche, en raisin, Ouais. le matin, et je teste chaque couche. Ouais. En fait. Est-ce que je dois continuer à faire comme ça, ou finalement, Ok. je vais tester tout en haut, et puis... Donc, ça va être... tester le tout, tester les parties, en gros. Il y a ces questions, comment articuler le tout et la partie. C'est ça? Est-ce que c'est un résumé correct? à tester unitairement chaque couche, Ouais. ou finalement, Ok. un peu, on dit que non, en fait, c'est comme ça, plutôt, on teste tout en haut, puis on va, quoi. Et en bas, t'as pas une sorte d'utilisateur, pas trop lié aux maisons, voilà, c'est une question. Ouais. Comment ça rejoint les tests ralentissants qui rendent le code plus difficile à changer? Donc, Les tests comme charge. hein, C'est lié, hein, on parle- les tests comme poids et charge sur le code, c'est ça? qui font que c'est Ah oui, comme... ouais. Ça qui est un péage, quoi. Ouais. Il y a un autre truc qu'on a pas vu, qui sont parlants. Donc comment rendre les tests plus parlants, plus expressifs? Le test un peu, alors il y a l'aspect documentation, il y Ouais. a l'aspect comportement, il y a un peu tout ça derrière là, mais comment faire des tests qui me racontent une histoire, qui me donnent la bonne information. Ok. Est-ce que je peux rajouter T'as 40 secondes. Non, bien sûr, j'y crois rien du tout. Je crois que tu avais lavé la main avant, il me semble. Ouais. Mais juste pour... Avec ce sujet qui arrive, c'est-à-dire que j'ai plusieurs typologies de tests qui font différentes choses dans mon travail aujourd'hui. Et ma question, c'est quel est le temps acceptable pour les différents tests pour tourner? Parce que ma problématique actuellement, c'est les outils que j'utilise pour faire de la CI/CD sont de plus en plus lents au fur et à mesure que certaines typologies de tests arrivent. Et peut-être que c'est juste moi qui ai trop d'exigences sur la rapidité d'exécution, peut-être pas. Et donc, du coup, ma question c'est quel est le temps acceptable pour avoir un retour, un feedback? Et est-ce qu'on n'est pas dans... C'est pas un peu le même sujet, là, peut-être? C'est pour ça que Ouais. c'est Le test versus la vitesse du changement, comment rendre des tests, comment intégrer... Enfin, comment les tests ne deviennent pas un frein au changement ou à l'évolution du logiciel, en tout cas à son cycle de vie. Hein? C'est pas tout à fait lié parce que là, pour moi, les tests qui ralentissent le changement, c'est ralentissent le changement de la code base. Parce que du coup, quand on va changer le code, il est cassé. Il va faire Ok, d'accord. Ouais, ok. versus le temps d'exécution d'une suite de tests. Le temps de feedback. Ok, donc test expressif et tu as là... vitesse de feedback. Ok. Bah, je pense qu'on pourrait continuer 2-3 heures à peu près comme ça. Hein? Ok, donc là, il nous reste 23 minutes. C'est peu. On a, allez, en grosso modo, je vais mettre des petits chiffres là. On a un sujet ici, on a 2, 3. Peut-être que je vais les mettre ensemble, à tester, vérifier versus tester, rechercher des problèmes. Donc peut-être que la partie qui serait plus intéressante de creuser, c'est chercher, parce que ça, c'est un peu ce qu'on fait. Du coup, regarder, s'intéresser un peu plus près à vérifier, rechercher des problèmes, et ces dimensions-là.
Et je pense que ça va un peu avec ça aussi, hein, trouver les problèmes peut-être pas tout à fait, non. C'est peut-être là, ce serait intéressant, effectivement, peut-être d'identifier des techniques qui seraient en dehors du code, puisque là, dans notre modèle mental de développeur, en tout cas moi, c'est vraiment l'idée, j'écris un test, et donc c'est du code aussi, mais en fait, peut-être pas. Et il y a donc il y a des questions autour de tester les couches versus la totalité. Donc ça fait pas mal de sujets. L'expressivité, j'ai l'impression qu'on en a non, on n'en a pas parlé. Bon, voilà. 7, 8 et 9. Donc ça fait beaucoup de sujets. Il y en a peut-être un 10e. J'ai un collègue qui me dit « Ah ouais, mais fais gaffe parce que là, tu testes l'implémentation. Juste tester le contrat, dépendance, couplage. » Et moi, je réponds « Mais c'est l'implémentation qui va tourner en production. » Ah oui, donc les fameux mocks. Donc on s'en fout. Je teste l'implémentation. Ouais, ce tabou de ne pas tester l'implémentation, c'est-à-dire pas tester un truc qui révèle un détail d'implémentation, parce que sinon il faudra changer le test quand on changera le détail d'implémentation. Donc on est encore dans un sujet dépendance et couplage, et je pense, même mon opinion personnelle, c'est qu'on a oublié le prix qu'on payait pour ces trucs-là avant le début. Moi, en 92, j'aurais été un chef de projet. Il faut 3 jours pour rouler tous les tests. Seulement 3 jours, c'est cool. Et aujourd'hui, on a oublié ça. Ok, donc ça tombe bien. Vous avez dit doigt. Non, je fais une hypothèse, mais qui ne peut ne pas être vraie, donc je ne veux pas de validisme. Mais normalement, vous pouvez voter comme ça. Eh bien, allez-y. Vous choisissez un sujet. OK? Et je vais mettre des petits bâtons. Alors, pas tout. Voilà. Alors, allez-y, levez les bras, comme ça, vous n'êtes pas. Oui, alors, bon, il y a un biais de fainéantisme, parce qu'effectivement, lever les deux bras en même temps, c'est chiant. OK, alors, on va faire le premier rang. Donc, 5. OK, 5 ici. 4. 5. 5. 4, 3, 4, 4, 6, 3, 4, 3, 6. T'as dit 4, excuse-moi. 4, 6, ok, 8, j'essaie de dire 8 ou 9, 8. Ouais. 4, 4, 1. Donc 4, 4, 1, 10. 5, 5. Intéressant. OK. Alors, du coup, ça nous donne donc tester et recherche de problèmes. Je pense qu'on va se limiter à 3, malheureusement, hein, parce que. Je suis désolé. Donc, ça nous donne tester, recherche de problèmes. Trouver les problèmes avant de les écrire. C'est pas la même chose, mais avant et après. Ouais, alors on va peut-être après on verra en termes de technique parce que. Quand je disais rechercher les problèmes, je disais pas forcément à partir du moment où le code a été livré. Hein. Je connais des testeurs qui trouvent des problèmes dans des réunions. Hein. Oui, je sais, je m'en doute, mais. Ok, ouais, donc ok. Donc, potentiellement, donc on a un peu deux sujets identiques. Mais après, on va regarder peut-être plus. Et bon, il nous reste. Vas-y, c'est fini. Allons-y. Voilà, on va allons-y. Et puis, on a ici testé la couche versus les tonalités. Donc là, qui est intéressant. Aussi, ils sont tous intéressants, évidemment, mais. Et puis potentiellement, mais ça, on va pas le faire, je pense. On va pas rêver. Ok. Ok. Ici, du coup, alors. Le test comme recherche de problème. Alors, l'idée, c'est peut-être de sortir de cette séance en ayant des tips, des idées. Donc, ce serait intéressant que les gens qui savent faire ça, qui ont des idées sur ce sujet-là, partagent un peu et peut-être commencent à dire, OK, comment vous faites, ou alors comment vous aimeriez que le code ou les réunions ou le logiciel soient structurés pour faciliter ça. OK ? Ça tombe bien parce que c'est vraiment une réunion, une session où je fais absolument rien, c'est cool à part écrire. Donc tester, c'est chercher
des problèmes. Comment on fait ça? Alors moi, j'ai T'aurais dû, mais tu voulais pas animer la session plutôt, Christophe? Si tu veux. J'ai interviewé une testeuse dans le cadre d'un boulot où je m'occupais d'une équipe de test par intérim. Et c'était une testeuse, une prestataire, enfin une indep. Et je lui ai dit, mais comment tu fais ton boulot? Et elle m'a dit, bah, par exemple, je suis arrivé la semaine dernière. Et le premier jour, je suis tombé sur le CTO dans l'ascenseur qui m'a dit, ah ouais, c'est super cool que vous soyez enfin arrivé parce que on a justement des problèmes avec cette feature-là, c'est super important, notre canal de vente, on veut l'améliorer avec une carte de promotion, etc. Donc dans l'ascenseur, salutations, le temps d'un trajet d'ascenseur, elle a rencontré le CTO, ensuite elle a rencontré l'équipe, on lui a installé un poste de travail qu'on configurait, c'était chez un grand marchand sur le net. Et elle a assisté à un planning game ou un truc, vous savez, un backlog grooming. Et là, il y avait une discussion entre l'APO et le tech lead sur justement la promotion par carte de ce tunnel de vente qui ne marchait pas. Et donc, des détails de type, faudrait s'entendre, là, c'est pas clair, etc. Des discussions autour du chiffrage, évidemment, parce qu'on parlait du chiffrage de cette story. C'est le seul truc sur lequel il semblait pouvoir se prononcer. Quand l'après-midi, son poste a été prêt, elle me dit, j'ai commencé à explorer, donc je suis allé voir le tunnel de vente avec la carte de promo, j'ai trouvé 3 bugs. Et elle m'a dit, c'est ça que je fais. Ok, donc... Donc, c'est quoi? C'est qu'elle est dans les discussions avec tout le monde dans l'équipe, y compris les gens qui ont une certaine importance sur les décisions. Si vous déconnectez les testeurs, à mon avis, si vous déconnectez les testeurs du décisionnel stratégique, vous êtes subventionné, en fait. Et après, elle s'intéressait autant au contenu des stories, de l'état de la doc, de ce dont on discutait le plus, que simplement des aspects, comment je vais coder, c'est quoi mes, vous savez, c'est quoi mes variables de test, c'est quoi toutes mes possibilités, etc. Puis après, elle utilise son expérience, c'est-à-dire son intuition, en fait, son expérience, pour aller là où elle peut trouver des problèmes, en fait. Et c'est une caractéristique que j'ai rencontrée chez les testeurs, ils ont une capacité à trouver les problèmes immédiatement. J'ai voyagé avec une testeuse qui trouvait un nouveau système de check-out, de check-in à l'aéroport. Je venais juste d'être installé, elle le manipule, elle trouve immédiatement... Une question, c'est comment les personnes présentes dans cette salle, dans un quart d'heure ou 17 minutes, comment elles pourraient actionner ça? Est-ce qu'il y a un type, une idée? Rechercher des gens qui ont de l'expérience. Ok, donc ça veut dire concrètement, c'est recruter des gens. Rechercher ou recruter des personnes. C'est ça que tu dis, des personnes avec ces compétences. Non, mais ok. Ok. Je sais pas si... Sans vraiment mettre tout le monde, toute l'équipe, quand je dis équipe, c'est PO, produit, équipe testeur, intégrale. développeur dans les invitations. Ouais. Rien que ça permet de savoir qu'on va parler de sujet. Et donc, mais là, on parle de discussion ou on parle de mettre les gens autour du soft et puis de regarder? Les deux. En fait, Ouais, ok. il y a souvent les personnes concernées qui sont pas prévenues au bon moment ou trop tard, et en fait, juste les mettre dedans, et puis s'ils sont pas concernés, ils viennent pas. Voilà, en fait, ça casse. Et je crois que moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait la main. Oui. Pour trouver des bugs inconnus, c'est très facile d'avoir très pratique quand on a des tests utilisateurs. On trouve souvent des bugs qu'on n'avait pas imaginer. Alors, quand tu parles de tester, c'est tester en prod, en gros, c'est ça? Non, mais je dis ça sérieusement. Ouais, non, mais oui, enfin, mais avec le vrai SOP et avec des vrais utilisateurs, des gens qui vont utiliser. Ok, mais pas forcément des gens dont c'est le métier. Les utilisateurs finaux. Donc tu amènes des utilisateurs finaux. Donc ça veut dire mettre le SOP dans les mains des utilisateurs finaux. Ok, ouais. Moi, je vais dire que les testeurs, c'est un petit peu le fonctionnel de l'appli, on va dire. C'est pas que l'utilisateur. Justement, c'est un peu cette compétence-là qui est recherchée. C'est de. Enfin, moi, je vois quand je fais de l'automatisation de tâches, je suis sur des développeurs et je sais pas ce que je teste. Et quand je suis en mode testeuse, je suis en mode utilisateur.
là, je pense pas du code. Quoi. Ouais. Et je pense pas au code qui était écrit. Est-ce que du coup, une des questions que ça pose, c'est finalement, est-ce que, je le mets en rouge, mais est-ce que on peut vraiment tester en faisant du dev? Hein, ça pose la question. C'est est-ce que ça a du sens en fait Si tu aimes changer de personnalité, oui. Ouais. Pour rendre ça à votre hiérarchie, il y a une super technique, c'est d'appeler ça le tres amigos. C'est-à-dire qu'on Le tres amigos. Ouais. il faut quelqu'un qui connaît le produit, quelqu'un qui va connaître un peu l'implémentation, quelqu'un qui va connaître un peu la validation. Et en fait, ça veut dire il y a tout le monde autour de la table, c'est exactement les idées que je disais avant, avec un joli nom pour faire cool sur les slides, ou l'example mapping, c'est de se dire on va écrire déjà l'écart. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ça peut aller avec. Hein? Écrire à l'avance tout. Bloquer l'esprit. Donc on parle de deux choses différentes. Mais je peux marquer exemple mapping. Hein. Ça contribue, mais c'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que tu peux juste, en deux mots, quand tu parles de example mapping, qu'est-ce que tu mets derrière ça? Je vous invite à regarder le replay qu'il y a eu d'une coupe l'année dernière là-dessus. Ok. Mais grosso modo, c'est de se dire, on va définir le besoin, on va vraiment construire des scénarios, quelles sont les actions et quels sont les attendus. Okay. Et en fait, avant même qu'on écrive la moindre ligne de code, on aura déjà... Ok, donc derrière ça, il y a l'idée de modéliser, entre guillemets, le comportement attendu du soft. On est encore dans la conception. Là. On est encore dans la... C'est ok. Ok. Ouais. Excuse-moi, Xavier. Je rebondis sur l'exemple de mapping parce que j'avais proposé, Ouais. mais couplé à ce qu'on appelle zombie. Et Zombie. il y a ZOM, Zero One Many, qui pour moi est une bonne Ah, manière de faire ok. apparaître les concepts un par un et d'aller même chercher s'il n'y a pas des nouveaux concepts qu'on n'a pas encore conscientisés et qui peuvent justement faire apparaître des problèmes qu'on n'a pas envisagés. L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier, je fais rien, je fais un truc et je fais mini trucs, c'est ça l'idée? C'est ça, et ensuite il y a des Ou j'ai un article, j'ai 0 article et j'ai... Alors pas tout à fait, enfin, c'est Ouais. ça, mais j'ai un premier concept. Alors d'abord j'ai 0 concept, ensuite j'ai un concept. Ce concept peut se décliner en 0, 1 ou plusieurs fois. Ouais. Ensuite je vais avoir un deuxième concept, 0, 1 ou plusieurs fois. Ensuite je vais avoir une combinatoire de ces deux concepts. D'accord. Et je vais rajouter des concepts jusqu'à essayer de découvrir toutes les combinateurs possibles de tous les concepts que j'ai découverts. Tu sais que ça explose vite, hein? C'est explosif, mais... Alors, je me permets de mettre mon grain de sel. Donc, dans cette idée de combinatoire, j'ai appliqué récemment une vieille technique dans un logiciel que j'ai fait qui s'appelle du pairwise. Pairwise, je ne sais plus le nom de la technique. Grosso modo, c'est qu'en fait, c'est un moyen de réduire la combinatoire. Donc, tu as par exemple des paramètres ou des valeurs ou tout ça, qui ont potentiellement 1, 2, 3, 4, 5. Si tu fais la combinatoire, tu te retrouves avec une exponentielle. Et là, l'idée, c'est en fait de sélectionner, de faire en sorte que dans tous les cas de test, que chaque paire soit représentée dans tous les cas de test. Mais ce n'est pas d'avoir toutes les paires de toutes les valeurs. Et c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle du pairwise ou du n-wise combinatory testing. Ouais. Alors, c'est tester la variabilité au sein d'un comportement, mais je trouve que le property based testing, ça peut donner en fait des idées, notamment sur des cas où on ne sait pas trop si l'utilisateur va rentrer dans le formulaire, s'il va répondre et tout, ça permet... Ok, donc property based testing, tu l'as pratiqué, tu as Ouais. Là, property based testing, on va plutôt être dans les known unknowns. Alors, en fait, tu as un modèle, mais potentiellement, tu vas trouver des surprises qui sont dans le modèle, qu'elles ne peuvent pas ne pas y être. Mais, ok. Ouais, ok. Xavier, excuse-moi. C'est ton tour. Enfin. Il y a différents types de problèmes, et en fonction des problèmes, on ne cherche pas de la même façon. On a parlé un peu des problèmes utilisateurs, on se met dans les chaussures de l'utilisateur pour trouver des Ouais. pour trouver des problèmes de sécurité, ça peut demander une perspective un peu différente. Dans tous les cas, on essaye de ne pas projeter d'a priori sur son logiciel, ne pas faire de
d'assumptions. On ne fait pas d'hypothèses et on se pose beaucoup la question et si, et essayer de creuser et même des choses un peu triviales, essayer d'avoir la réponse à tout. Je fais une petite aparté, mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de ne pas faire d'hypothèses. Une technique assez intéressante qui est liée au property-based testing, c'est ce qu'on appelle le fuzz testing, qui est un peu différent. Dans le fuzz testing, c'est vraiment, je vais balancer n'importe quoi, y compris du bruit, y compris des trucs qui n'ont pas de sens. Alors que dans le property-based testing, on aura plutôt tendance à s'intéresser au sens. Dans le fuzz testing, on va vraiment faire du bruit. Et là, on obtient des résultats assez intéressants. Et je pense qu'en termes, enfin, pour l'avoir constaté, en vrai, je pourrais vous montrer un petit truc après, si ça vous intéresse, un outil qui fait ce genre de choses. Et c'est une technique qui est intéressante et qui est potentiellement applicable à différents niveaux, y compris, et je pense qu'y compris pour des testeurs, dans les gens dont c'est le métier effectivement de trouver des bugs. Enfin, ok, je le reformule différemment. Il y a peut-être aussi un intérêt à augmenter les compétences spécifiques du testeur, de ce mindset qu'on décrit depuis tout à l'heure, qui est trouver des problèmes auxquels les développeurs ont pensé, c'est la compétence principale, et généralement, les bons testeurs, ça valide, quoi. Ces outils-là qui viennent du code, je pense, ne sont pas assez connus, ou en tout cas devraient aller plus dans les mains des testeurs pour dire, mais en fait, vous savez trouver les problèmes, et avoir des outils qui sont plus puissants, plutôt qu'un exemple, avoir des outils qui vont permettre de balancer des exemples, je pense que c'est quelque chose que... Alors, je ne l'ai pas vu en vrai, mais en tout cas, si, mais sur des trucs techniques. Mais Xavier et le fuzzing, c'est vraiment une approche de génération d'entrées aléatoires. Il y a des approches un peu hybrides qui vont utiliser le fuzzing, mais quand les entrées ne permettent plus de faire avancer la couverture de code ou les fonctionnalités qui sont explorées, avoir des approches qui vont aller essayer de lever ces freins-là et de déterminer... En fait, le fuzzing est très souvent... En tout cas, le standard, si jamais cette techno vous intéresse, il y a un standard qui s'appelle... en tout cas, le truc le plus connu s'appelle AFL, American Fuzzy Loop, qui est un outil en ligne de commande. Hein? Ah oui, LOP, pas Loop, je suis con. Oui, c'est le lapin. American Fuzzy Loop, c'est un lapin, le logo, ouais. Et cet outil, comme d'autres de fuzzers, en fait, en général, ces outils ne sont pas black box. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'intéresser, ils vont prendre votre logiciel et ils vont regarder, quand ils balancent un input, quelles sont les parties du logiciel qui ont été touchées par cet input. Donc en fait, ils enregistrent et ils se servent de ce coverage, et là, pour le coup, c'est vraiment du coverage de code, pour informer en fait la décision de c'est quoi le prochain cas de test. Et alors, ils ont des algorithmes génétiques, donc c'est assez chiadé, mais c'est pas mal. C'est une technique intéressante. Juste pour la petite histoire, j'ai quelqu'un que je connais qui vient de sortir un outil il est en développement, là, il y a des versions qui sont dispo, qui s'appelle Bombadil, comme Tom Bombadil, qui permet de faire ça, mais sur des applications web. Et donc, vous pourrez vous faire une démo si ça vous intéresse, mais vous lancez le truc, et le truc va cliquer dans tous les coins, mettre des inputs, et c'est vraiment un moyen de bombarder le truc, et de dire, ok, au moins, enfin, à quel point il va résister, et je pense qu'on, notamment les failles de sécu, ou les trucs les plus bateaux, en fait, c'est un bon moyen de tuer le machin dans l'œuf en disant, bon, ok, les gars, repartez sur la planche à dessin, et puis on en reparle dans un mois. Donc il y a des outils qui existent là, et ça se développe pas mal parce que la technologie, en fait, la capacité de calcul, sans parler du iWorld, les capacités de traitement aujourd'hui permettent assez facilement d'explorer plein de choses. J'en parlerai. Hein? Ouais. Ouais. Ok, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on essaie de passer à l'autre sujet? Attends, je prends une photo. Non, mais ne t'inquiète pas, je vais... Je vais quand même faire mon boulot, je vais vous faire la restitution. J'aurais bien demandé à la minorité parmi nous s'ils pouvaient rajouter quelque chose. Oui, bah ouais, Est-ce que... Alors, une question que moi je posais, qui est, parmi ces choses-là, en fait, j'ai trouvé... j'ai lu un certain nombre de livres qui sont consacrés autour de l'exploratory testing. Il y avait une technique que j'avais trouvée assez marrante. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous l'appliquez. C'est dans le bouquin How Google Test Software, où ils parlent du fait ils ont une technique de faire des tours. Donc en fait,
la métaphore, c'est le logiciel, c'est une grande ville. Ah, donc là, il parlait de Google Maps. C'est une grande ville. Et ben, dans une grande ville, vous avez les grands monuments, l'Arc de Triomphe, le téléphérique au-dessus de... Voilà, pour prendre une figure locale. Et ben, donc, votre séance de test, vous allez la guider en disant je vais faire le tour des monuments. Et je vais vérifier que tous les monuments, ils sont bien à leur place, que la flamme du soldat inconnu, elle n'est pas éteinte, etc. Et puis, ben, dans une ville, vous avez aussi des quartiers un peu chauds, ou alors des quartiers où un peu, tu vois, des terrains vagues, des quartiers où personne ne va. Et donc, il y a cette idée de... Et cette métaphore, en fait, ce que j'ai compris, c'est l'idée, c'est d'utiliser pour dire, OK, cette session de test, qui va être un test exploratoire, je vais faire un tour des monuments, ou je vais faire le touriste, et donc je vais faire le tour des monuments et des boutiques de base pour vérifier que mes touristes sont bien traités, ou je vais faire le touriste en goguette qui va aussi aller... je ne sais pas si c'est une technique dont vous avez entendu parler, ou mais j'avais trouvé l'idée assez intéressante, y compris du point de vue d'un dev, il faut se dire, mais OK, dans mon soft, en particulier c'est un soft qui commence à être ancien, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé? Du coup, potentiellement, peut-être mettre, selon les cas, soit plus l'accent sur les trucs qui sont utilisés, soit plus l'accent sur ceux qui sont moins utilisés, parce que ceux qui sont moins utilisés, potentiellement, c'est aussi des gros bugs ou des problèmes des failles de sécu, des choses comme ça. Bon, il reste 2039, je crois qu'on va rester sur ce sujet-là. L'autre sujet, peut-être, vite fait, c'était la question, trouver les problèmes avant de les écrire. Donc ça, on en a parlé. Tester la couche versus la totalité. Peut-être en parler rapidement. Est-ce que vous avez des techniques dont vous voulez parler, des choses qui vous ont inspiré ou que vous pouvez partager? Moi, j'aime bien tester par couche, justement. Plus le scope pour ma recherche de problème ou mon test est petit, plus on trouve facilement. Alors que plus c'est grand, plus on cherche une aiguille dans un des points. Donc la taille peut avoir un impact sur la réussite de trouver des choses. Moi, je me demande si ça vaut pas le coup de tester une couche. Qu'est-ce qu'elle fait là, la couche, alors? Pourquoi on l'a écrite? Ouais. On doit la tester. Ouais, si on doit la tester, on doit la tester sur les qualités qu'elle nous promet, sur la valeur qu'elle nous promet, en fait. Pas en elle-même, mais qu'est-ce qu'elle apporte? Enfin, on dit une couche de compatibilité, par exemple. Pourquoi on l'a écrite? Pour rendre le logiciel compatible avec le système, il faut tester cette compatibilité. Et à l'inverse, si je teste chacune de mes couches, qu'est-ce qui me garantit qu'elles vont bien marcher ensemble? Alors, je vais faire mon sachant. Ce problème a été résumé il y a 30-40 ans par quelqu'un qui s'appelle Ellen Veuker, qui a en fait défini des axiomes du test. Et parmi les axiomes du test, il y a l'axiome de composition et un axiome d'antidécomposition, qui dit c'est pas parce que vous testez le tout que vous aurez une garantie sur le fonctionnement des parties. Et inversement, c'est pas parce que vous testez chacune des parties individuellement que vous aurez une garantie sur le tout. Je vous invite à lire cet article, il est court, hein, mais il pose un cadre intéressant. Oui, je vais le... Veuker, c'est assez connu, c'est les Veuker Axioms. Voilà. Ouais, bon, je vais me relire. Hein. Du coup, en fait, moi, c'est qu'est-ce qui m'aide à changer de couche, quoi. Ok. Et en gros, moi, j'ai beaucoup travaillé comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, je suis en train de changer d'avis. Et en fait, ces tests de couches me gênent plus que quand je suis sur un niveau un peu plus gros grain, qui me permettent de pouvoir changer de décision. En fait. Et donc, en gros, quand je teste la partie, je la glute. J'ai plus confiance en elle, mais je la glute. Et par contre, quand je teste un peu plus le tout, et ben finalement, j'ai plus d'options dans la partie. Et donc, c'est une balance, quoi. Ok. Alors, on n'est pas d'accord, sauf que là, on était censé trouver des solutions. Et là, tu rapportes un problème. Ah, excuse-moi. Et c'est pas cool.
si je puis me permettre. Mais non, mais c'est exactement l'intention, effectivement. Et alors, ce qui est intéressant, je pense, tout le monde a entendu parler de la pyramide de test. Non, mais en dehors du fait qu'elle vaille, quel que soit le jugement de valeur qu'on puisse poser, je pense que l'idée intéressante de la pyramide de test, c'est justement au moins d'ancrer des choses par rapport à cette question de tout et de partie. En fait, et après, qu'on dise qu'il faille un double diamant, un rhomboïde un tétraèdre rhomboïdal ou n'importe quoi. La question intéressante, c'est se poser moins la question de ces tailles de tests. Pour la petite histoire, dans ce bouquin How Google Test Software, qui est finalement c'est pas mal du tout, quoi qu'on pense de Google, alors eux, ils ne classifient pas du tout comme ça. Leurs tests, en fait, sont classifiés en small, medium, large. Donc c'est gros, et c'est corrélé en fait plutôt au temps et à la quantité de cérémonies et de trucs qu'il doit faire pour tester. Il n'y a pas du tout cette notion de end-to-end integration, component-based testing, unit testing, tout ce vocabulaire, en fait, il est complètement... C'est pour eux tout ça. Ouais, ouais. Moi, je vois plutôt sur l'axe, est-ce que je vais essayer d'exprimer un comportement fonctionnel? Ouais. Est-ce que mon assert dit quelque chose de mon métier ou est-ce qu'il dit quelque chose de ma technique? Et je trouve que les deux ont du sens et qu'en fonction des applications, on va privilégier l'un et l'autre. Mais des fois, je voudrais donner mon métier, je m'assure que mon métier fonctionne. Mais des fois, j'ai aussi besoin qu'il y ait des bouts techniques qui fonctionnent parce que je ne peux pas faire du métier sans des bouts techniques que Ok. Bon, on a 45 minutes. Merci à vous. Il y a un bouquin qui vient de sortir qui est une encyclopédie. Qui a l'air bien, oui. Testing Seriously. Ouais. De Bach et Bolton. Et moi, c'est le bouquin qui m'a marqué ces 25 dernières années. C'est un super bouquin. Tu le conseilles donc? Ah ouais. Et qui parle de tous les aspects du test, mais du test recherche de problèmes. Et c'est un métier super difficile en fait. Alors, donc je vous remercie beaucoup. J'espère que vous n'aurez pas perdu votre temps. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Non, en fait, non. J'avais imaginé le déroulement comme ça, mais je n'avais pas anticipé qu'on parlerait essentiellement de chez Soula. Je pense que c'est très bien parce que c'est un sujet super important qui est malheureusement trop négligé. Donc ça, c'est super. Je remercie Christophe d'avoir mis ce sujet au centre de la pièce et de l'avoir... voilà, merci beaucoup. Et si vous avez un avant-goût de ce qui va se passer demain...